Alors bonjour à tous, moi, je vais vous présenter une étude, toujours sur le même sujet, sur les flaps. Alors, je présente Olivier Lauriac, qui est à l'époque un interne de la Croix-Rousse, maintenant il est chef. Il a fait un très beau travail rétrospectif sur les patients opérés dans le service sur 4 années consécutives par un seul opérateur. Et en collégiant tous les résultats sur ces 4 années, il a recherché si le flap avait un intérêt, et dans un deuxième temps, si la position avait un intérêt. Donc c'est toujours la même question. Voilà l'objectif de l'étude. Le but est donc d'évaluer ce bénéfice de la position et de la récupération également anatomique, ainsi que l'acuité visuelle à 6 mois de l'intervention. Le protocole, voilà le nombre de patients opérés. Il y avait 89 dossiers qui ont été sortis, 17 ont été exclus pour des raisons de manque de données. Sur les 72 yeux, 36 ont été opérés avec flap, 36 opérés sans flap avec un simple pelage à limitante interne, et a été évalué à 1 mois la fermeture, le reste anatomique, et à 6 mois le résultat fonctionnel. Un sous-groupe a été fait dans le groupe flap avec l'analyse de 18 patients sans position et 18 patients avec la position bulle. Même résultats qui vont être analysés. Sur le point de vue des caractéristiques initiales étaient comparables dans les deux groupes, avec flap et simple pelage. Et les mêmes recrutements étaient également constatés dans le sous-groupe position bulle et sans position bulle. Les résultats. Le taux de fermeture primaire à 1 mois était de 83% dans le groupe pelage simple et 94% dans le groupe flap, mais avec un taux plus faible de fermeture de type 2 pour le groupe flap, et ces résultats ne sont pas significatifs. En ce qui concerne, quand on regarde la taille, là il y a une différence significative, et un trou supérieur à 400 microns a plus de chances de se refermer grâce au flap. Quand on évalue l'acuité visuelle, il n'y a pas de différence statistiquement significative en termes de récupération en fonction du flap ou pas. Le taux de fermeture primaire à 1 mois est également similaire. Le taux de fermeture selon la taille montre une stratification selon la taille du trou, avec également des taux de fermeture identiques, puisque les échecs étaient tous les deux des plus de 400 microns. L'évolution dans le temps sur les 6 mois d'acuité visuelle, un gain d'acuité visuelle dans tous les groupes avait été constaté, position ou sans position, sur 6 mois d'évolution, et on voit une petite perte d'acuité visuelle sur les derniers mois, étant donné que l'apparition d'une cataracte était assez fréquente. En conclusion, dans cette étude, qui est une étude rétrospective avec une petite série, une petite cohorte, il y a quand même un avantage au flap selon la taille, quand elle est supérieure à 400 microns. Pour la question de la position, il n'y a pas de différence statistiquement significative, et la position n'est pas forcément obligatoire et recommandée pour garantir une fermeture étant donné les résultats. En discussion des méta-analyses qu'on peut retrouver dans la littérature, ces résultats étaient assez comparatifs, sauf que l'intervalle de confiance était néanmoins proche de 1. Et une méta-analyse récente d'essais randomisés contrôlés a montré un faible avantage pour la position bulle dans le taux de fermeture primaire, et l'intervalle de confiance était également néanmoins proche de 1. En analyse en sous-groupe de cette étude, ne retrouvait pas de bénéfice chez les patients qui avaient eu un pelage limitant interne, suggérant que le rôle du pelage l'emporte sur le rôle vraiment du positionnement. Les limites de cette étude sont bien sûr le fait qu'on soit dans une étude rétrospective, mais comme Alexandre le disait tout à l'heure, en chirurgie, les études prospectives sont extrêmement compliquées pour le taux de recrutement. Il s'agit donc d'une étude rétrospective avec des pertes de patients, il y a quand même 17 dossiers qui sont sortis du lot, et les facteurs confondants étant donné l'acuité visuelle et la présence du cataracte corticonucléaire chez un certain nombre de patients. Une petite ouverture sur les études qui sont actuellement menées à la Croix-Rousse, c'est la possibilité d'utiliser des membranes amniotiques, de faire des patchs de membranes amniotiques dans les chirurgies récidivantes de trous maculaires, lorsqu'on n'a plus de limitante à terme à proximité pour pouvoir fermer le trou. Là, vous avez un exemple. Une mise en place d'une membrane amniotique avec une technique qui commence à être assez rodée. Là, aujourd'hui, ils en sont à 50 patients opérés. Il y a un succès anatomique qui peut quand même être un peu décevant là, quand on voit ça, mais ça s'améliore. Et il y a des bonnes fermetures de trous maintenant. L'atrophie quand même persiste et l'acuité visuelle n'est pas systématique. La récupération de l'acuité visuelle n'est pas systématique. Donc la question est ouverte. Quelle solution pour les échecs? Flap, pas flap, membrane? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Juste, tu peux revenir sur ta dernière diapo. Oui, tu peux revenir sur ta dernière diapo. Ça, c'est l'OCT peropératoire avec les membranes amniotiques.
Ouais, On a vu. celle-là. Donc en fait, la membrane hermétique, ils mettent dans le trou. Oui. Au départ, ils ont fait ça. Ils ont essayé. En fait, je parle pour les autres parce que cette technique-là, je ne l'ai pas essayée. Mais en effet, ils ont glissé, c'est ce qui a été dit dans pas mal de congrès récemment, de glisser au bord du trou maculaire pour essayer de faire en fait un rapprochement anatomique afin qu'il y ait une migration des cellules gliales en fait. Moi, je l'ai fait la membrane amniotique, mais en la mettant dessus comme. Oui, c'est ce qu'il fait maintenant. Absolument. Ouais, d'accord. Ça, c'était une diapo, c'était préparé pour l'année dernière, et tu vois, c'est 2018, c'est un truc qu'on fait. Okay. Maintenant, on est dessus, avec du viscoélastique et échange filaire. Juste une question technique encore. Quand tu mets du viscoélastique, tu l'as déjà fait? Oui. Du viscoélastique, à quel moment, enfin moi je pense que ça ne marche pas, à quel moment on pense que le lendemain, le flap est toujours en place sera au même endroit? Ouais, moi je n'arrive pas, enfin, le mec va bouger, ça le réveille. Alors là, en fait, tu as des résultats. Tu as des OCT qui montrent à M1, une fois que l'air est parti, ou le gaz, en fonction dès que le gaz est parti, moi j'ai des patients à J7, tu vois bien le lambeau qui est posé sur. Après, tu en as où il n'y a pas le lambeau. Ça, c'est sûr. Tu ne peux pas être sûr à 100% que tous tes patients ont le flap en place. Ça, c'est évident. Et est-ce qu'on sait si la localisation du flap de la charnière fait que ça va moins bouger? Peut-être qu'une charnière supérieure, ça va moins bouger, je ne sais pas. À partir du moment où le patient se positionne en bulle, ça va aussi. Parce que le patient il bouge, hein, donc. Après, c'est aussi comment ça s'aborde. On prend, nous aussi, on initie en temporal, on le ramène en nasal. C'est difficile. Comment? Vous rabattez juste un lambeau temporal ou vous pelez tout autour du trou Non, on pèle à peu près sur 200, on va dire un peu plus de 200 degrés. On laisse une charnière qui fait un peu moins de 100 degrés en nasal. Non, au-delà du trou. On fait un lambeau assez large en fait. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir que le lambeau finalement bougeait en post-op et de retourner au bloc juste pour remettre le lambeau Alors moi personnellement non, je ne peux pas répondre pour les autres, mais il me semble pas non. En post-op immédiat, tu ne vois pas ton lambeau, hein, tu l'analyses qu'une fois que le... Ouais, mais toi, à une semaine ou à 10 jours, si Fred y met de l'air, je pense qu'à une semaine, tu dois déjà voir ton lambeau. Alors, par contre, moi ça m'est arrivé pour un enfant. Mais c'était différent parce que c'était un trauma. J'ai pas fait de lambeau, à l'époque je faisais pas de lambeau. Il y avait un truc qui faisait plus de 800 microns, je l'ai pelé de manière conventionnelle et je l'ai repris, mais du coup c'était les migrations. J'ai pris un lambeau en fait, je vais faire un lambeau de limitante positionné et à J4, le lambeau n'était pas du tout sur le CT, le trou maculaire était réappliqué et il n'était pas fermé. Donc j'y suis retourné une troisième fois, je vais rechercher un morceau de lambeau et là j'ai mis du gaz et là il s'est fermé. Mais est-ce que c'est parce que j'ai encore fait ça ou parce que j'ai restimulé une nouvelle fois le trou maculaire? Je ne sais pas. Mais enfin, c'est difficile de retourner pour repositionner un lambeau. Parce que j'avais vu, Navrowski avait fait ça sur les colobomateuses. Là, il montrait bien que le lambeau, il avait bougé, il l'avait remis. Et il avait eu après un succès chirurgical. Parce qu'en fait, il y avait eu un mouvement de son lambeau et qu'il n'était plus en face de la fossette. Eh oui. Non, ça vaut le coup. Mais après, bon, ce qui est vraiment, surtout qu'on peut remettre en question, c'est en réalité les effets tangentiels de la détraction, vu ce qu'on a vu hier soir avec la présentation de Didier. Quoi. Oui, mais quand c'est les chirurgiens vasculaires qui vont opérer les trous maculaires, ils sont pas. Voilà, c'est ça. On va mettre des cathéters artériels en fait. J'avais une question. Quand vous faites des analyses comme ça, pour vous distinguer entre un échec complet et un échec relatif, est-ce que vous faites des maillas avant ou des micropérimétries? Là, ça n'a pas été fait. On n'avait pas la machine. Mais la question, c'est la micropérimétrie avant. Non, ça, on ne l'a pas fait dans cette étude. C'est du rétrospectif, hein. Donc ça n'avait pas été recherché.